Merci beaucoup. Merci à messieurs de nous accueillir ici ce soir. On est très contents d'être là. C'est vrai que quand on nous a appelés et qu'on nous a dit qu'on allait parler après des organisations comme Amnesty International et Terre des Hommes, ça nous a fait un peu peur. On s'est un peu demandé comment on allait aborder ce sujet de l'impact positif. Et puis finalement, assez naturellement, on s'est dit qu'on allait rester dans ce qu'on fait et qu'on allait... En fait, notre réflexion, c'est simplement que pour amener un impact positif à l'extérieur, eh ben, il faut déjà l'amener à l'intérieur de son organisation et de ses bureaux. Donc, je m'appelle Adèle, je travaille chez Bako depuis un peu plus de 2 ans maintenant en tant que chargée de projet. Et chez Bako, on réfléchit beaucoup aux manières de travailler, aux manières de collaborer et d'échanger, tout ça en lien avec les espaces. Donc, je vais vous parler un peu des espaces de travail, je vais recentrer un peu... la discussion sur vraiment l'intérieur d'une organisation et à travers les espaces de travail. Donc pour préparer un peu l'intervention d'aujourd'hui, avec Alexis, on s'est posé pas mal de questions, on a un peu réfléchi au projet qu'on avait mené ces derniers temps et on a cherché un peu les points communs. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart des... Je crois que j'ai complètement oublié les slides. Mais c'est pas très important. Mais voilà. La plupart des projets qu'on mène, ils commencent souvent par une thématique qui est liée aux espaces de travail. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est vrai, en fait, les organisations et les entreprises qui décident un peu de réfléchir à leur manière de collaborer, à leur manière de fonctionner et à leur manière d'échanger, ben souvent elles le font à travers un déclencheur qui est les espaces de travail. On nous appelle souvent parce qu'une entreprise n'a pas assez de place, par exemple, pour accueillir une nouvelle équipe, ou alors parce qu'il y a un déménagement qui est prévu ou des travaux qui sont prévus dans les locaux. En général aussi, quand on nous appelle, on nous dit nous, chez nous, tout le monde travaille un peu en silo. On l'a entendu d'ailleurs avec Joachim avant. Hein. Tout le monde travaille un peu en silo, les équipes ne se mélangent pas beaucoup, les gens ne partagent pas beaucoup. Et quand on va voir sur place, quand on va visiter un peu les locaux de ces organisations, on se rend compte que c'est souvent des longs couloirs avec des bureaux fermés. Et on se dit, effectivement, ça amène pas beaucoup, ça invite pas beaucoup à l'échange et à la rencontre. Ce qu'on remarque aussi assez souvent, en regardant les plans vraiment des bureaux, c'est qu'il y a une grande partie des surfaces qui est destinée aux places de travail. Qui est destiné aux places de travail et finalement assez peu d'espace qui est destiné à la collaboration et à l'échange. Donc il y a en fait un peu une mauvaise répartition des espaces de travail et cette mauvaise répartition, elle génère souvent des frustrations. Donc nous, notre proposition, elle est assez simple. Finalement, c'est de utiliser l'espace de manière plus intelligente pour répondre mieux aux besoins des organisations et aussi des personnes qui y travaillent. On aimerait passer en fait d'espaces qui sont un peu générateurs de frustration à des espaces qui sont plutôt générateurs d'échanges, de collaboration et de partage. Donc pour ce faire, on a 3 propositions qui sont l'ouverture, la variété et le partage. Je vais commencer par la variété, parce que c'est très important pour nous et ça rejoint des thématiques qu'on a abordées avant, d'inclusivité et puis de prendre tout le monde en fait en considération. Si vous prenez une entreprise par exemple de 100 personnes, dans cette entreprise de 100 personnes, il y aura à peu près 100 manières différentes de travailler. Il y a des gens qui ont besoin de travailler au calme, il y a des gens qui ont besoin plutôt d'échanger beaucoup, qui parlent fort, qui ont toujours des appels, il y a des gens qui sont toujours en séance et toujours en déplacement. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire à travers les espaces, c'est de répondre à toutes ces différentes manières de travailler. En fait, en offrant suffisamment d'espaces différents dans lesquels une personne qui a besoin de calme pour travailler, elle peut s'y rendre. Une personne qui a plutôt besoin de parler fort et d'avoir beaucoup d'appels, elle trouve aussi son compte. En fait, l'idée pour nous, c'est d'offrir assez d'espaces différents pour que chacun, en fait, y trouve son compte. Notre deuxième proposition, c'est l'ouverture pour en fait permettre d'avoir cette variété d'espaces puis de répondre au mieux aux besoins des personnes. On va miser sur l'ouverture. Et comme on l'a vu avec l'expérience de Lucia avant,
Le contact visuel et la communication avec les collègues, elle est très importante. Et en fait, en cassant les murs, en ouvrant un peu les espaces, on amène justement un peu plus ce contact et cet échange d'idées dans les espaces de travail. Et finalement, la troisième proposition, c'est le partage, et plus spécifiquement le partage des places de travail. Donc finalement, dans un environnement où chacun et chacune a des espaces qui sont censés correspondre en tout cas à leurs besoins, en fait, ça fait plus tellement de sens d'avoir une place attribuée à laquelle on se rend chaque matin. L'idée, c'est plutôt de voir les bureaux comme une multitude d'espaces dans lequel il y a des équipements variés, des ambiances un peu diversifiées, et que chacun s'y place librement en fonction des tâches qu'il a effectuées et de ses besoins vraiment personnels. Alors évidemment, ces projets, on ne les mène pas tout seuls, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est vraiment des dynamiques de co-construction. On va toujours faire en sorte d'intégrer les personnes dans les réflexions. Et finalement, c'est vraiment eux qui vont définir à quel point ils ont besoin de transformation dans leurs espaces et en fait, qu'est-ce qui est nécessaire pour eux. Donc, si c'est des grands besoins de collaboration, on va créer beaucoup d'espaces qui est dédié à la collaboration, mais ça va être très différent d'une organisation à l'autre. Et nous, on n'a pas du tout une méthode et une solution toute faite avec laquelle on va arriver. On va toujours co-construire et c'est vraiment les personnes qui utilisent finalement les bureaux qui vont nous dire de quoi ils ont besoin. Donc peut-être que chez Amnesty International, on peut réfléchir ensemble à des solutions. Donc comme vous l'avez certainement compris un peu tout au long de ce que j'ai dit, c'est que finalement en touchant aux espaces de travail, on amène déjà un peu du changement, on amène déjà des dynamiques un peu différentes. Et puis c'est maintenant Alexis qui va vous en dire un peu plus sur ces nouvelles dynamiques créées. Bonsoir tout le monde, donc je m'appelle Alexis, je suis le fondateur de Bako et chez Bako on a une mission, cette mission c'est de profiter des espaces pour transmettre des valeurs qui sont bienveillantes et idéalement qui sont aussi inspirantes. Ce soir ce qu'on aimerait faire suite à l'intervention d'Adèle c'est de vous proposer une sorte de changement de paradigme sur la vision qu'on a en général d'une organisation. On aimerait vous montrer qu'il y a une possibilité de miser beaucoup plus sur la confiance. Et on va aussi vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi, selon nous, ça a vraiment du sens et qu'il ne faut pas s'en priver. Bako, en fait, ça a commencé bien plus qu'il y a 3 ans quand j'ai créé l'entreprise. Alors, c'était juste avant le Covid, donc on n'a pas profité de la vague du Covid, si jamais. Ça a commencé en fait il y a 6 ans. Je travaillais pour l'administration publique et puis j'avais en fait en dessus de moi un directeur qui était visionnaire. Donc il est là ce soir, donc je profite pour le remercier. Et en fait on m'a confié un projet et ce projet c'était de repenser les bureaux, mais aussi de repenser les façons de travailler. On a utilisé les 3 propositions qu'Adèle vous a montrées. Donc on a cassé des murs, mais on ne les a pas tous cassés. C'était quand même mesuré. On a créé plus d'une dizaine de types d'espaces différents, allant jusqu'à la salle de repos et d'allaitement. Et puis surtout, on a effectivement mis en place un système de partage des places. Donc, pour le dire autrement et sans filtre, on a supprimé les places de travail attribuées. Alors ce projet, il était quand même assez ambitieux parce qu'on se trouvait justement avant le Covid et puis il permet en fait aux gens de pouvoir travailler hors des bureaux jusqu'à 50% du temps. Et surtout, ce qui était ambitieux et qui finalement l'est complètement toujours, c'est qu'il permet aux gens d'avoir une grande flexibilité horaire et chaque jour, vous pouvez finalement composer votre journée de travail en décidant où vous voulez travailler et à quel horaire. Alors bien sûr, il y avait un certain nombre de garde-fous. On a mis en place des systèmes pour qu'on puisse toujours savoir où sont les gens globalement. En tout cas, on peut toujours les atteindre. Et puis, ça a quand même bien sûr créé beaucoup de tensions, comme vous pouvez imaginer. Moi, je les ai vécus de l'intérieur, donc j'ai pu vraiment les observer, et puis j'ai pu les accueillir pour essayer de trouver des solutions du mieux que j'ai pu. Ce qui est sûr, c'est que pour certaines personnes, rendre sa place individuelle, c'est un vrai deuil en fait. C'est vraiment compliqué. Peut-être que vous avez aussi la plante que vous voulez garder ou la photo de votre chat. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai deuil. Et puis par contre, pour d'autres personnes, ce ne sera pas du tout un deuil, ce ne sera pas du tout un problème.
En tout cas, pour tout le monde, c'est un effort, parce que ça nécessite de repenser complètement sa façon de travailler, en fait. Donc ça, c'est sûr que c'est différent. Et dans ce projet, je pense qu'un élément clé qui a permis que finalement ce soit un succès, c'est le fait que la direction a d'emblée décidé de rendre ses places aussi, et donc de rendre ses privilèges, et de travailler comme tout le monde. Donc pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, si vous vouliez justement discuter avec le directeur, il fallait passer le checkpoint de la secrétaire, et puis ensuite oser toquer, vous n'êtes pas sûr que vous avez entendu une réponse, vous entrez, il est là, il est au fond du bureau. Puis même si la porte est toujours ouverte, il y a quand même une petite hésitation. Et là, tout d'un coup, en fait, la même personne, le même directeur, il est peut-être finalement tout d'un coup assis à côté de vous. Donc vous entendez tout ce qu'il dit, ou une partie, parce que vous n'êtes pas censé tout écouter non plus. Et puis, lui aussi, en fait. Donc, c'est beaucoup plus direct. Et ce qu'on veut illustrer par là, c'est que des fois, il n'y a pas besoin de changer la structure organisationnelle, mais qu'un simple changement, en fait, dans les bureaux et une décision de comment on les utilise peut aider vraiment à rendre les choses, la dynamique de travail beaucoup plus directe et beaucoup plus plate, et finalement beaucoup plus fluide. Donc pour résumer ce projet, il y a peut-être 2 mots, j'ai aussi oublié d'appuyer. Le premier, c'est le mot équité, parce que finalement, tout le monde a accès aux mêmes privilèges et aux mêmes espaces. Et le deuxième mot, ce serait certainement le mot de la confiance, parce que pour un management, passer à un mode où tout le monde est mobile et vous ne savez jamais où est chaque personne, ça nécessite d'avoir sacrément confiance en fait, dans le système que vous êtes en train de mettre en place. Avec Adèle, on a mené d'autres projets depuis, on s'est beaucoup intéressé à cette question de la confiance. Et on a remarqué une chose, on a remarqué que les organisations qui sont assez matures, qui se sentent assez matures pour mettre en place un tel système, elles amorcent un changement de culture qui est en fait très positif. Pourquoi? Parce que quand vous laissez vos employés libres de bouger, vous leur transmettez aussi un message de confiance. Et ça, c'est central, parce que vous leur laissez beaucoup plus d'autonomie. Et puis, comme Adèle l'a dit, les employés, les personnes, on a tous des besoins complètement différents. Donc ce que vous faites aussi, c'est que vous reconnaissez en fait cette diversité, vous reconnaissez qu'en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas répondre à tous ces besoins vous-même, en plus ces besoins ils changent, ils évoluent tout le temps, et du coup, vous créez une diversité d'espace pour répondre à une diversité en fait, de besoins. Et puis finalement, en faisant ça, vous créez du mouvement parce que tous les jours, l'organisation et la configuration des bureaux, elle est différente. Et donc, vous allez créer des rencontres spontanées, automatiquement, et un hasard bénéfique pour l'entreprise. Alors, pourquoi tout ça est important? Eh bien, parce qu'en fait, la diversité, la confiance et le mouvement, c'est les 3 ingrédients de base pour que le savoir, il circule, il se transmette et il se crée. Et ça, pour une entreprise, pour n'importe quelle organisation, en fait, c'est extrêmement important. Nous, ce qui nous anime, je pense, avec Adèle, c'est de pouvoir avoir un impact positif sur en fait, l'expérience de travail. Et ce qu'on aime dans cette approche, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'elle a vraiment du sens. Elle a du sens, déjà parce qu'en fait, on reprend ce terme, elle est inclusive parce que déjà, elle peut se faire avec les employés, on peut co-construire, comme Adèle l'a dit, et puis parce que en fait, on respecte et on valorise en fait la diversité. C'est aussi finalement une approche qui est en fait bienveillante parce qu'elle fait beaucoup plus de place à l'humain. C'est-à-dire que vous élargissez le cadre en fait du possible pour les employés et puis vous laissez un espace vide qui permet en fait aux employés de plutôt se rapprocher en fait aux personnes. Donc finalement vous créez beaucoup de liens avec ça. Et puis finalement, nous on a l'impression que c'est vraiment une approche qui a du sens parce qu'en fait elle est rationnelle. Pour une organisation, c'est beaucoup plus facile de créer un nouveau cadre que vous construisez avec tout le monde et dans lequel n'importe qui peut finalement y trouver son compte, plutôt que de continuellement devoir négocier en fait le cadre de travail avec chaque individu qui compose votre organisation. Donc c'est quelque chose qui pour nous en fait a du sens. Je crois qu'on a du plaisir à le faire. Et bien sûr, dans ce domaine, tout n'est pas encore défini. Il y a de la place justement pour créer des choses. Il y a beaucoup de questions qui restent finalement encore ouvertes.
Il y a des théories qui sont en train de se construire. Elles n'ont pas forcément encore été mises en pratique et testées. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir partager des bonnes pratiques. Donc voilà, nous, on se réjouit de le faire avec vous et d'ouvrir le dialogue là-dessus. Et puis avant de vous laisser la parole pour d'éventuelles questions, j'en profite aussi, vu que je suis le dernier ce soir, pour remercier messieurs d'avoir créé cet événement et de nous avoir laissé aussi cet espace pour pouvoir en fait partager sur cette thématique. Merci. Des questions ? Ouais. On a aussi 5 étages, pas seulement 5 teams. Mais la question que j'ai, c'est comment vous mesurez l'impact de vos changements que vous faites dans les entreprises? Et puis si oui, quels sont vos résultats peut-être que vous pourrez partager? Alors, je peux peut-être commencer un peu à répondre. On est tout jeune, donc on n'a pas encore... Enfin, c'est des projets qui prennent du temps, hein, il n'y a pas encore énormément de recul sur les projets qu'on mène. Mais ce que je peux dire, en tout cas personnellement, et je crois qu'Alexis aussi, c'est qu'en général, on fait vraiment partie aussi des organisations qu'on accompagne. Donc souvent, on est vraiment à l'intérieur, puis on travaille avec les équipes, et en fait, on travaille comme elles. Donc ça veut dire que moi, dans un projet que je mène actuellement, j'ai plus de place non plus. Et puis je me mélange tous les jours avec les autres. Et du coup, j'entends forcément les retours et puis je vois de ma propre expérience que ça a un impact positif. Mais on n'a pas encore, enfin en tout cas pour ma part, j'ai pas l'impression qu'on a encore d'outils pour le mesurer, à part des sondages de satisfaction qu'on peut faire et qui en général ressortent plutôt assez positivement. Oui, c'est vrai qu'on préconise en tout cas de faire une étude avant, un sondage avant et un sondage après. Et ce qui est compliqué, et on l'a vu, on l'a vu déjà, c'est que après il faut interpréter les résultats en fait. Et il y a tellement d'éléments qui se télescopent que c'est compliqué parce que quelqu'un va pouvoir peut-être se prononcer négativement sur les bureaux parce qu'il n'a pas le droit de faire du télétravail, par exemple. Donc on sait aussi d'expérience qu'il faut accompagner après en fait les résultats par des entretiens individuels par exemple et il faut cibler. Mais c'est vrai, hein, c'est une grande question. Je dirais que bon, plus simplement parce que là on a fait un gros effort pour essayer de mettre en mots ce qu'on fait en général beaucoup au feeling. Nous, voilà, quand on revient et qu'on voit que les gens ils ont le sourire et que globalement ça s'est bien passé, c'est aussi quelque chose qui nous dit que voilà, c'est plutôt positif. Moi, j'ai toujours travaillé dans des structures comme ça, ouvertes, mais je suis plutôt une type de personne. J'aime bien mon bureau avec ma plante. Pendant le Covid, j'allais bosser au café et j'avais ma table avec ma plante. Donc, quand vous repensez les espaces de travail, est-ce que vous pensez aussi aux personnes... Enfin, est-ce que vous... Comment je vais formuler cette question? J'avais postulé pour une banque toute jeune qui fonctionne comme ça, et puis ils avaient une espèce de cubicle, enfin une espèce de petit pour les gens qui aiment bien être dans le... Et puis, est-ce que quand vous repensez les espaces, il y a aussi cette réflexion pour les gens qui sont plus écoute, moi j'ai envie d'être dans mon truc. Enfin, tu vois, dans votre réflexion, est-ce que c'est qu'ouverture ou aussi on garde aussi un petit cocon pour les gens qui en ont besoin? Oui, merci. Je réponds, puis après je te passe la parole. Nous, on privilégie jamais, parce qu'on nous parle souvent d'open space, puis on dit ben voilà, mais en open space les gens ils sont malheureux. Mais c'est vrai qu'en fait, le premier levier, l'ouverture, il faut qu'il soit mesuré. Il faut peut-être que ce soit une taille qui soit OK, et puis il faut qu'il y ait une variété. Donc, on peut très bien imaginer des bureaux finalement qui sont fermés à 2, à 3 ou à 4, qui n'ont pas de place attribuée. Peut-être qu'on va justement vitrer la porte pour faire en sorte que ce soit plus fluide. Mais il faut, on est plutôt pour pousser ce genre de choses, il faut qu'il y ait une variété d'espaces. Et on peut aller jusqu'au bureau individuel, ce qui en soi peut être aussi intéressant parce que la plupart du temps, on n'a pas la chance d'avoir un bureau individuel, mais on peut imaginer une série de bureaux individuels, mais en libre service en fait. Ce serait aussi possible. Et puis pour répondre aussi aux besoins de repères, c'est vrai que souvent on va plutôt se focaliser sur des choses comme des casiers individuels qui peuvent être plus ou moins agréables aussi. Et puis ce genre de mesures-là. Je ne sais pas si tu veux compléter. C'est bon. Super, merci. Il y a beaucoup de questions, je crois. Je vais commencer par le fond.
Moi, je suis en système flexible depuis déjà plusieurs années en évolution. Et ma question était, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des très grosses boîtes ? On est chez moi 2500. Comment est-ce qu'on arrive à justement créer cette ouverture après peut-être l'effet de buzz du début et contrer peut-être les habitudes ? Parce que même si on a 300 bureaux à disposition, on va les poser toujours au même bloc. On sait qu'il y a nos 15 collègues qu'on n'arrive déjà pas à voir avec les 3 jours de home office par semaine. Et voilà, est-ce que c'est une problématique que vous avez déjà rencontrée ? Oui, bien sûr, c'est sûr que c'est dans tous les projets. Alors, on n'a pas mené des projets avec autant de monde, mais je pense que de manière générale, pour nous, en fait, on part du principe que c'est pas tellement un problème que les gens retrouvent leurs habitudes, c'est même plutôt valorisé si les gens en ont besoin. En fait, si on a une personne qui a envie d'aller tous les jours à la même place, elle peut. Enfin, il n'y a vraiment pas de règle à ce niveau-là. Et puis, effectivement, si en général, il y a aussi beaucoup de peur que les équipes soient un peu éclatées puis qu'elles ne se retrouvent plus, mais en fait, d'elles-mêmes et assez naturellement, elles vont en général se regrouper. Donc nous, on n'essaye pas de contrer ça et on essaye de faire en sorte justement que l'espace soit suffisamment bien pensé pour que ça se fasse un peu tout seul et que ce ne soit pas un problème. Alors j'imagine qu'avec 2500 personnes, il y a peut-être des petits couacs à des endroits, mais j'espère que le jour où on est confronté à ça, on saura faire des espaces qui peuvent y répondre. Et peut-être juste, c'est vrai qu'il y a des organisations grandes qui font le choix en fait, de laisser des espaces par direction, par exemple, par domaine différent. C'est aussi une possibilité en fait. Donc, et là, il y a quelque chose d'intéressant en fait dans ce que tu dis aussi, c'est que on ne peut pas séparer les thématiques en fait. On ne peut pas juste parler de télétravail. Et ça, c'est un gros problème en fait depuis qu'il y a eu le Covid. Je pense que nous, en partie, ça nous a desservi. C'est que les entreprises sont rentrées dans cette thématique par la question du télétravail. Elles ont été poussées à prendre rapidement en fait, des décisions sans prendre en compte l'ensemble des implications. Et puis du coup, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait nos meetings, par exemple, comment on voit le monde hybride, et puis finalement, quelles sont les règles de télétravail, parce que ça fait partie de l'équation en fait. Merci beaucoup Alexis et Adèle. On peut les applaudir encore une dernière fois.